Le débat de France 24, bonjour, bienvenue. Il est consacré aujourd'hui à la Hongrie où le Premier ministre Viktor Orban a donc perdu le pouvoir. 16 ans qu'il dirigeait le pays. Le vainqueur est un conservateur pro-européen, il s'appelle Péter Modior. L'Union européenne est soulagée. Qu'est-ce que cela va changer pour elle et pour la Russie qui perd son principal allié en Europe? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre avec mes invités. Je vous les présente. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, journaliste correspondant France-Europe du quotidien Suisse Blick. Et vous étiez en Hongrie pour une série de reportages pendant la campagne. Vous êtes revenu jeudi, si je ne dis pas d'erreur. Exactement. Sec, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le chef du Centre Grande Europe à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. À votre droite, Nicolas Tenzer, bonjour, merci d'être là. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et on va le découvrir à l'antenne, auteur de Fin de la politique des grandes puissances, paru chez l'Observatoire l'an dernier. Et puis je salue également Caroline de Camaret, notre chef du service Europe ici à France 24. Elle est en direct de Budapest. Bonjour Caroline. Voilà pour les présentations. Revenons tout d'abord en images sur la soirée d'hier, soirée qui a donc vu Viktor Orban concéder sa défaite. C'est la fin d'une ère. Regardez, c'est en images. Aux Hongrois, il a promis l'alternance et compte passer à l'action sans perdre de temps. Moins de 24 heures après sa victoire écrasante, le futur Premier ministre Péter Modior a pris la parole devant des centaines de journalistes. Il presse le président hongrois de convoquer au plus vite la nouvelle assemblée élue dimanche pour tourner la page Orban. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour véritablement garantir le début d'une nouvelle ère. Car le peuple hongrois n'a pas voté pour un simple changement de gouvernement, mais pour un changement de régime complet. Sur le plan intérieur, l'élu conservateur a promis de rétablir les contre-pouvoirs et de garantir le fonctionnement démocratique du pays. Il a aussi fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Son arrivée au pouvoir change aussi la donne au niveau européen, notamment sur le soutien à l'Ukraine. La Hongrie de Viktor Orban bloquait depuis fin 2025 un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE à Kiev, ainsi qu'un nouveau train de sanctions européen contre Moscou. Désormais, Modior indique qu'il ne s'opposera pas à ce que l'Ukraine obtienne un prêt, une position qui fait naître l'espoir dans les rues de Kiev. Ce n'est pas certain, mais il est clair que sous le gouvernement précédent, les calculs n'étaient pas en faveur de l'Ukraine. Par conséquent, avec le nouveau dirigeant, il y a de l'espoir que, par exemple, le prêt de 90 milliards d'euros ou une autre forme d'aide soit débloqué. Lundi, Kiev a levé la recommandation à ses ressortissants de ne pas voyager en Hongrie. Mais Péter Modior reste à ce stade opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et exclut que des armes à destination de l'armée ukrainienne transitent par son pays. S'agissant de l'Ukraine, je pense qu'il y aura encore des conflits entre le nouveau gouvernement et Bruxelles. Mais dans 95% des cas, il se rangera dans le courant dominant européen, ce qui est une très bonne nouvelle. Non seulement pour la Hongrie et le peuple hongrois, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne et pour les relations transatlantiques. Après des années de relations altérées, la normalisation entre l'Ukraine et la Hongrie ne semble pas encore sur la table. Et on vous retrouve sur place, Caroline de Camaret. C'est une page de 16 ans qui se tourne pour les Hongrois. Péter Modior a dit hier vouloir libérer la Hongrie. Oui, c'est une page qui d'ailleurs se tourne de façon très pacifiée. Et ça, c'est très intriguant parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur la capacité des Hongrois à faire finalement ce grand écart entre 16 ans d'Orban et un nouveau venu sur la scène. Alors, on ne connaissait pas vraiment son pédigré à Péter Modior, en tout cas son programme. Il ne l'a pas beaucoup distillé, surtout pas en direction de la presse internationale. Il s'est contenté des médias nationaux. Mais en l'occurrence, effectivement, lorsqu'il a dû faire cette conférence de presse aujourd'hui de 14h à 17h, plus de 3 heures, eh bien on en sait un peu plus et on sait notamment qu'il veut aller vite. Vous voyez derrière moi le Parlement, 199 députés qui viennent d'être nouvellement élus et parmi les tout nouveaux, il y a ces supporters de TISA, 138, c'est-à-dire une super majorité, à peine 55 pour le Fidesz de Viktor Orban et 6
encore plus à l'extrême droite que Viktor Orban, si faire se peut. Donc il veut aller vite, il veut modifier les institutions, il veut modifier la justice qui est sous la coupe d'Orban. Il a dit sur la télé publique, qui pour une fois le diffusait, parce que d'habitude il est interdit d'antenne, qu'il allait aussi modifier l'autorité de régulation de la télé qui est entre les mains du Fidesz et qu'il allait rétablir donc une justice indépendante avec un parquet européen et regarder tous les niveaux de pouvoir qui ont été trustés par ces 16 ans de Viktor Orban. Désorbaniser la Hongrie, c'est son mot d'ordre, un mot d'ordre qui a séduit la jeunesse, qui s'est beaucoup mobilisée. Richard Verly, on le rappelle, Péter Maudior, c'est un ancien cadre du Fidesz. Il promet aujourd'hui de finalement renverser un système qu'il a lui-même contribué à mettre en place, porté notamment par une campagne de terrain et un discours anticorruption. Oui, le discours anticorruption, il était vraiment au centre de sa campagne. On pourrait dire en quelque sorte qu'il a fait campagne contre le système Orban, plus que contre la personne de Viktor Orban. Et d'ailleurs, moi j'ai vu sur le terrain, Viktor Orban continue de bénéficier d'une certaine indulgence, notamment des personnes âgées, de tout un bastion conservateur hongrois qui lui reconnaît son itinéraire, même si on ne lui pardonne pas sa complicité récente très rapprochée avec Vladimir Poutine. Par contre, le système, les oligarques, la famille, tous ces gens qui ont au fond puisé dans les caisses de l'État pour construire leur fortune, ça, on ne lui pardonne pas. Après, il y a un élément, je crois qu'il faut bien l'avoir en tête, moi je l'ai vu la semaine dernière en partant en campagne avec Péter Maudior, c'est qu'il a aussi dit aux Hongrois, je vais vous redonner le pouvoir. Parce que les 4 dernières années de Orban, depuis 2022, c'était un pouvoir extrêmement vertical. Il décidait de tout. Et Maudior a fait campagne sur le thème, on va gouverner de manière plus horizontale, on va vous écouter, je vais vous écouter. Je crois que cette parole-là, outre le soutien de la jeunesse, elle a porté. Nicolas Tenzer, cette victoire, c'est celle du rejet du projet de Viktor Orban ou l'adhésion à celui de Péter Maudior? Alors, c'est d'abord, évidemment, le rejet de Viktor Orban, de tout ce qu'il représentait, c'est-à-dire non seulement cette corruption qui a enrichi non seulement lui-même, sa famille, son clan, mais également un certain nombre d'entreprises liées au pouvoir qui obtenaient tous les marchés publics. C'était d'ailleurs intéressant de constater qu'au cours des 2 dernières semaines, quand on voyait la victoire de Péter Maudior se dessiner, même si personne n'imaginait qu'elle serait aussi importante, les entreprises des amis d'Orban ont dévissé en bourse. Je crois que c'était vraiment tout un symbole. Et puis, il y avait aussi quand même ces histoires de rapprochement de plus en plus évidents avec le Kremlin. D'ailleurs, on a entendu la foule chanter dans les rues de Budapest notamment, les Russes maintenant dehors, retournez chez vous. On a vu évidemment toutes les révélations au cours des dernières semaines des liens extrêmement forts entre Peter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères, et Lavrov, donc son homologue russe, auquel il a vendu un certain nombre de secrets des discussions au sein du Conseil européen, ce qui est évidemment inacceptable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est intéressant de voir Péter Maudior dénoncer le fait que Szijjártó s'est enfermé encore dans son ministère pour détruire un certain nombre de documents compromettants. Ouais. Donc c'est tout ce système-là, mais c'est un ensemble, parce que qui dit Russie, dit corruption. Je crois que les deux sont vraiment très liés. Et puis c'est bien sûr, quand même, et là c'est un projet porté par Maudior, l'Europe. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un projet européen, c'est réintégrer d'une certaine manière la Hongrie dans l'Union européenne, dont elle n'était pas sortie, bien sûr, juridiquement, mais elle était devenue, en quelque sorte, le mouton noir de l'Europe, avec, en partie, évidemment, la Slovaquie de Robert Fico. Lukáš Macek, quelles sont, selon vous, les clés de cette victoire de Péter Maudior? L'orientation pro-européenne? Ça a certainement joué. D'ailleurs, il a beaucoup accentué vers la fin. Je crois que même le jour de l'élection, c'est lui-même qui a dit c'est un choix entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu effectivement tout ce jeu sur la référence à la révolution de 1956 qu'il a su très habilement retourner contre Viktor Orban et contre ses alliances avec Vladimir Poutine. Après, je crois qu'effectivement, il faut aussi saluer quelque part l'artiste. Il a fait vraiment une très bonne campagne. Ascension fulgurante. Ascension fulgurante. En 2 ans à peine. Mais franchement, il a fait une campagne extrêmement active, il a fait plusieurs meetings par jour, il a passé des heures et des heures à parler, et quelque part, en face, on n'a jamais réussi à trouver, à la différence par exemple de ce qui s'est passé il y a 4 ans, avec M. Markizaï, qui lui a fait des maladresses, il y a eu des vidéos qui étaient tournées en mettant en dérision certains de ses propos, etc. C'est vrai qu'il a vraiment fait un sans faute au niveau de la campagne, avec un côté très trolling, entre guillemets, de Viktor Orban, qui a été très, très efficace aussi. Et
j'avais l'impression que finalement Viktor Orban, qui était pourtant un animal politique, une bête de campagne, cette campagne-là, c'était sans doute la campagne de trop. Et puis après, je pense qu'effectivement, le cœur du sujet, c'est quand même la question de la corruption qui était déjà évoquée. Les performances économiques quand même très modestes de la Hongrie. Pour donner juste un élément très symbolique, depuis presque 2 ans, la Roumanie est passée devant la Hongrie en termes de PIB par habitant, alors qu'en 2010, quand Viktor Orban arrive au pouvoir, je pense que la différence devait faire 12 ou 15 points entre les deux pays, et je pense que symboliquement pour les Hongrois, ça fait quand même quelque chose de lire ça dans la presse, sans parler de l'inflation, etc. Donc je pense que tout ça mis bout à bout est une forme d'usure, malgré pour le coup un système qui était fait pour durer, et c'est peut-être ça finalement qui a achevé quelque part Viktor Orban, c'est que toutes ces choses qu'il a préparées, notamment au niveau de la loi électorale, pour bétonner son pouvoir et son héritage, ça a joué en plein pour le challenger, pour Tissa, qui se retrouve du coup avec une majorité et un boulevard devant lui pour désurbaniser la Hongrie, comme ça a été déjà évoqué. Caroline, cette sous-performance économique de la Hongrie, c'est évidemment un point important, un point central dans la décision des Hongrois d'ôter le pouvoir à Viktor Orban. Oui, surtout des plus jeunes, parce qu'en fait, c'est vrai que les Hongrois, ils ont tendance à partir du pays. C'est quand même ça qui est très compliqué. Et donc, il y a eu cette hyperinflation pendant tout le mandat d'Orban à 40%. Donc, ils perdent de pouvoir d'achat, bien sûr. Et puis, quand on parlait de kleptocratie, c'est surtout le réseau Orban, le clan Orban qui a profité d'ailleurs pendant de très longues années des fameux fonds européens. C'est-à-dire, ils représentaient quand même 4% du PIB. Ce sont des sommes folles, et à la fois son gendre, son meilleur ami, etc. se sont retrouvés du jour au lendemain multimilliardaires. Et ça n'a pas échappé aux Hongrois, d'autant que Péter Magyar a fait des vidéos pour montrer cet enrichissement, en a témoigné, puisque lui-même c'est un ancien du Fidesz, que le Fidesz était un parti corrompu, alors que justement, dans la vie quotidienne, les Hongrois étaient à la peine en matière de pouvoir d'achat. Et surtout, avec ces dérives autocratiques dont on a parlé, sur la liberté de la presse, sur la liberté effectivement de la justice, et aussi sur la corruption sur les fonds européens, Viktor Orban s'est privé de 20 milliards d'euros de fonds européens qui ont été gelés par Bruxelles, par Madame von der Leyen, qui a eu d'ailleurs droit à des grandes affiches de haine dans tout Budapest et dans tout le pays contre elle. Mais en vérité, désormais, les fonds européens sont conditionnés au bon fonctionnement de l'état de droit. Donc elle a coupé ses fonds, ils en ont perdu 2 milliards en tout et pour tout, c'est énorme. Ce sont des sommes folles que Péter Magyar aujourd'hui espère bien récupérer, en disant qu'il va remettre très très vite à flot l'état de droit, d'autant qu'il a une super majorité pour le faire, d'autant qu'il a la volonté politique de le faire. Et donc les Européens pourraient en effet rouvrir les robinets. Et là, ça fait une grosse différence économique aussi pour les Hongrois, parce qu'ils n'ont pas bénéficié, comme tous les autres Européens, par exemple, du plan de relance post-Covid. Ils n'ont pas bénéficié de plein d'opportunités, même de voyages Erasmus, vous voyez. Et tout ça leur manque aussi, en particulier aux jeunes. Et c'est devenu, on a l'impression, la norme en Europe. Cette élection, elle s'est déroulée sous fond d'ingérence étrangère, ou en tout cas d'accusation. Oui, alors le dernier élément en date, c'est évidemment ce voyage de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis à Budapest. C'était la semaine dernière. Moi, j'étais là le jour où il a tenu sa conférence de presse dans le palais du gouvernement à Budapest, où il a accusé J.D. Vance, il a accusé Bruxelles de vouloir détruire la Hongrie. Et il a repris cette accusation à plusieurs reprises. Donc ça, c'est une ingérence claire dans une campagne électorale quand on accuse l'Union européenne de vouloir détruire le pays qui va voter. Alors ça n'a pas marché. Pourquoi ? Alors, il y avait quand même un indice. Moi, j'avais été très surpris à Budapest la semaine dernière sur le chemin qui mène au palais du gouvernement, là où sont passées les voitures du vice-président et du convoi. Il n'y avait personne. J'étais très étonné. Je pensais qu'Orban aurait mobilisé ses foules, ses partisans avec des drapeaux hongrois. Il n'y avait absolument personne. C'est pour ça que quand j'entends dire c'était la campagne de trop, eh bien oui, peut-être que c'était la campagne de trop. Au fond, Orban, il avait le sentiment peut-être qu'il avait déjà perdu. Ensuite, franchement, les Hongrois, ils ne savaient pas qui était J.D. Vance pour une grande partie d'entre eux. À ce point-là ? Oui. Ouais. Alors, un certain nombre de gens le connaissent, bien sûr, mais celui qu'ils attendaient, celui qui peut-être aurait eu un impact, c'est Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est quand même une figure connue. Et surtout, ce qui aurait pu avoir un impact, et c'est ça que voulait Viktor Orban, c'est le fameux sommet Trump
Poutine sur l'Ukraine à Budapest. On en avait parlé, vous vous souvenez, en 2025. S'il avait obtenu ça, peut-être qu'à un moment donné, ça aurait pu le relancer, mais il ne l'a pas obtenu. Cette usure des Hongrois, elle est réelle aujourd'hui ? Cette usure des Hongrois, elle est réelle après 16 ans d'Orban ? Plutôt usure du régime Orban. Ouais. Là, je pense qu'au contraire, on a pu voir quand même des images assez saisissantes depuis hier soir qui montrent, en tout cas à Budapest, après il faudrait voir le reste du pays, mais il y a une forme d'ambiance, de liesse populaire et un peu... j'ai même entendu des comparaisons avec 89, etc. Donc, bon, il faut peut-être mesure garder, mais je pense qu'il y a plutôt un nouvel élan. Après, les réalités vont très vite rattraper le nouveau gouvernement aussi. Donc, c'est-à-dire les difficultés commencent dès aujourd'hui. Alors déjà, réparer l'état de droit après 16 ans d'attaques, je dirais, systématiques, sans sortir soi-même du cadre de l'état de droit, c'est compliqué. La Pologne de Donald Tusk pourrait raconter. Donc, le nouveau pouvoir sera face à un système Fidesz à la fois au niveau administratif, politique, mais aussi dans les milieux d'affaires. Et on ne sait pas aujourd'hui comment ces gens-là vont se positionner. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu, vont quelque part admettre la défaite et vont tourner la page ? Est-ce qu'ils vont entrer dans une forme de résistance ? Est-ce qu'ils vont mettre les bâtons dans les roues ? Tout ça, ça reste très ouvert. Et je pense que des choses trappes qui attendent Peter Magyar sont quand même nombreuses. On ne sait pas d'ailleurs quel sera le positionnement de Viktor Orban. Il a accepté la défaite pour le coup d'une manière assez gracieuse. Hein. Il a pas du tout. Il a joué le jeu démocratique. Il n'a pas fait à la Trump, disons-le comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va rester dans cet état d'esprit ? Est-ce qu'il va transmettre le pouvoir sans chercher à piéger son successeur, etc. Est-ce qu'il va rester ou pas en politique, etc. Donc il y a quand même beaucoup de questions. Et puis la situation économique, elle est ce qu'elle est. Alors il y a effectivement l'espoir des fonds européens qui peuvent apporter une bouffée d'oxygène, etc. Mais on est quand même dans un contexte géopolitique compliqué. Donc, et puis comme toujours, lorsque vous créez de telles attentes, quand on voit l'enthousiasme de certains supporters... On risque de décevoir. La déception n'est jamais très loin. Sur cette bataille pour le rétablissement de l'état de droit, je vous ai vu tiquer quand M. Matzak en parlait tout à l'heure. Oui, moi, effectivement, l'exemple polonais me revenait aussi en tête. C'est encore quelque chose qui est un processus long et difficile, qui n'est pas achevé. Alors maintenant, avec en plus les deux têtes opposées de l'exécutif polonais, le président et le Premier ministre, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Et puis, il y a quand même un vrai sujet derrière, c'est aussi que la justice devra être rendue, parce qu'il y a trop de personnes, Orban, sa famille, son clan, qui ont profité de manière illégale de largesse. Il y a ce phénomène de corruption. Ça suppose qu'il y ait une justice indépendante qui, à un certain moment, parce que ça, Peter Magyar l'a clairement dit, mais justement en visant d'ailleurs Peter Szijjártó, le chef de la diplomatie. Il a dit assez clairement qu'ils devront rendre des comptes. Parce que je veux dire, il faut absolument que ce processus de justice aussi passe. Et là, aujourd'hui, la majorité quand même de Peter Magyar est suffisante pour lui permettre de faire cela. Maintenant, à quelle vitesse les nouvelles institutions vont pouvoir se mettre en place ? Je pense que ça, c'est vraiment une question déterminante. Après, il y a plein d'autres questions aussi. On parlait des interférences étrangères qui ont évidemment beaucoup joué, je dirais, dans le rejet d'Orban. Il y a évidemment celle de J.D. Vance. Avant, il faut rappeler qu'il y a eu la visite de Marco Rubio aussi, également. Il y a eu des posts de Donald Trump qui disaient, voilà, je soutiens. Février, mars, avril. Mais vous avez aussi tous les leaders de l'extrême droite européenne, y compris Madame Le Pen, qui sont allés prêter allégeance avec Matteo Salvini, Geert Wilders, en disant on vous soutient, etc. Il y a eu d'autres. Il y a 2 semaines. Oui. Et voilà, plus la Russie, parce qu'il y a eu quand même des interférences également du GRU, les services de renseignement militaires russes, qui ont essayé également d'interférer dans la campagne. Et ça aussi, ça suppose d'être assez clair et de mener des actions décisives pour que cette présence, notamment des Russes en Hongrie, qui est très présente dans les milieux d'affaires, dans les liens de corruption, soit également, appartienne au passé. Justice pour que le pays puisse se rassembler, c'est évidemment un élément crucial. Oui, moi j'ai l'impression, et la conférence de presse d'aujourd'hui, il semble avoir confirmé, que ce que va faire Peter Magyar, il va essayer de s'appuyer sur le parquet européen, sur la justice européenne. Donc la Hongrie va rejoindre le parquet européen. Je pense que ce qu'il souhaite, moi c'est ce que me disait son entourage, c'est que des plaintes soient déposées au niveau européen, que des cas judiciaire soit ouvert et que la justice hongroise soit obligée de s'en saisir. C'est une manière détournée, en quelque sorte, d'arriver à mettre en accusation un certain nombre de responsables du régime passé de Viktor Orban. Mais la promesse de justice, il l'a faite, il l'a répétée. La promesse de lutte contre la corruption, ça, c'est des choses, il en sera comptable aux yeux de ses concitoyens, parce que c'est quand même là-dessus qu'il s'est fait élire. Viktor Orban n'est plus au pouvoir, son héritage, sa trace n'a pas disparu pour autant.
Alors moi, je suis persuadé que le orbanisme, d'une manière ou d'une autre, va rester. En tout cas, dans les années qui viennent, pour une raison simple, c'est que si on essaye de définir de manière sociétale ce qu'était ce orbanisme, c'était défense des valeurs traditionnelles, défense de la chrétienté, parce qu'en Hongrie, on le dit comme ça, défense également, bien évidemment, d'une immigration qui ne soit ni musulmane ni africaine, pardon de le dire, mais c'est ce qu'on entend à Budapest. Je pense que ces choses-là vont rester. Je crois que cette trace-là, ce sillon, le mur que Orban a fait édifier à la frontière avec la Serbie, Magyar ne va pas le démanteler. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, beaucoup de partis européens disent la même chose. Donc le orbanisme, il a en quelque sorte déteint sur l'agenda de beaucoup de partis conservateurs européens. D'accord avec cette analyse ? Pas tout à fait, parce que je pense que l'urbanisme, et ce qui le distingue en fait d'un conservatisme démocratique classique, c'est aussi un style, c'est aussi une méthode, c'est aussi une instrumentalisation de certains sujets, c'est l'outrance, ce sont aussi des alliances qui vont justement bien au-delà du camp traditionnel du centre-droit. Et donc de ce point de vue-là, que Péter Magyar revient à une droite classique, plutôt conservatrice, qui va effectivement sur certains sujets continuer à rester dans une certaine nostalgie nationaliste hongroise, sur des grandes thématiques, etc., qui par exemple sera à mon avis tout aussi dur qu'a pu être Orban sur des questions des minorités hongroises, ce qui d'ailleurs avec l'Ukraine pourra créer des sujets. Mais tout ça, finalement, on est dans une forme de normalité de la vie politique européenne. Ce qui, à mon sens, distinguait l'urbanisme et ce qui le rendait pas normal, c'était justement tout ce qui va au-delà. Pour vous donner un exemple sur la question de société, la question des minorités LGBT. Si vous avez quelqu'un qui est contre le mariage homosexuel, c'est une chose. Quelqu'un qui criminalise l'homosexualité, quelqu'un qui fait une législation qui l'assimile à la pédophilie, qui adopte des lois inspirées, on va dire, par la législation russe sur ces questions-là, ça, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qui est, on va dire, le combat d'idées, le combat politique normal sur le champ européen. Et ça, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, les Hongrois ont rejeté cela. Et c'est aussi une méthode, c'est-à-dire cette façon... la figure de l'ennemi était quand même l'outil numéro 1 de Viktor Orban. C'était George Soros, c'était les immigrés. Ce besoin de mobiliser la société contre un ennemi, c'est quelque chose de très fort. Et je pense que de ce point de vue-là, là encore, avec Péter Magyar, on revient à des choses qu'on peut aimer, pas aimer, déplorer, pas déplorer, mais qui sont quelque part dans un jeu politique normal européen. Caroline de Camaret, sur cette méthode, Orban, vous vouliez réagir ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a véritablement rupture ? On peut se poser la question, puisque on le disait, Péter Magyar est issu du Fidesz lui-même. Il a créé son parti il y a à peine 2 ans. Quand on écoute la conférence d'aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs choses qui vont faire très plaisir aux Européens. Alors d'abord, la Hongrie est de retour dans l'Europe. Alors ça, ils adorent ce genre de référence, bien sûr. La Hongrie peut-être réfléchit à adopter l'euro. Alors ça leur fait évidemment très plaisir à Madame von der Leyen, parce que c'est un chemin tracé normalement pour les démocraties d'essayer d'adopter l'euro. En revanche, il y a des choses quand même qui grincent davantage. Par exemple, la Hongrie, vous parliez d'immigration, ne va pas participer au pacte asile-migration. Il l'a redit aujourd'hui, il ne participera ni financièrement ni en prenant des migrants. Donc ça, c'est les mêmes positions que Viktor Orban. Il reste conservateur. Sur les valeurs aussi, par exemple, il reste conservateur. Il a dit que finalement, on avait le droit de choisir le compagnon de sa vie. Pour autant, il n'a pas dit qu'il allait faire des grandes avancées en direction du mariage pour tous, par exemple. Probablement, il n'interdira pas la Gay Pride. Ça, c'est une chose. Tout ça, ça va aux Européens. Si on regarde plus dans le détail de ce qu'ils attendaient de lui en Ukraine, eh bien, en effet, ils attendent de lui qu'à la différence de Viktor Orban, qui a renié sa parole d'un sommet à l'autre, il débloque 90 milliards pour l'Ukraine. Simplement, là encore, il y a ambiguïté. Il veut bien les débloquer, selon toute vraisemblance, aujourd'hui, mais il ne veut pas payer, toujours pas. Donc, il est sur la position d'Orban. Vous voyez, il y a 3 sommets. Là, ça ne va pas jusqu'au bout quand même. Il va éventuellement rencontrer Volodymyr Zelensky. Il ne s'y oppose pas. Il a dit qu'il allait répondre au téléphone si Vladimir Poutine l'appelle, mais qu'il n'allait pas l'appeler de son propre chef. Ça, c'est une vraie différence avec Viktor Orban, qui est allé lui rendre visite 4 fois depuis la guerre en Ukraine. Mais vous voyez quand même que c'est un changement, mais ça n'est pas forcément un changement de paradigme sociétal pour la Hongrie. C'est un changement de paradigme géopolitique léger et qui, en tout cas, satisfait les Européens.
qu'effectivement, sur les questions de politique étrangère, il va y avoir un changement relativement mesuré. Alors, sur le prêt de 90 milliards, l'essentiel, c'est encore une fois qu'il soit débloqué aujourd'hui, avec ou même sans si Budapest ne participe pas. Voilà, et ça, de toute manière, c'était de toute manière ce qui avait été acquis au sommet européen de décembre. C'est que évidemment il n'y aurait pas de veto, mais qu'en revanche, bon, et ça c'est après. Orban est revenu sur sa parole pour faire plaisir à Poutine, parce qu'il y a eu donc ce lien très fort entre Peter Siejarko et effectivement Lavrov, dont je parlais tout à l'heure. 16 visites quand même de Peter Siejarko en Russie, c'est quand même énorme, et une déclaration et des appels téléphoniques. Voilà, et des appels, sans parler de tous les appels. Bon, ça c'est quand même une première chose. Deuxièmement, quand on écoute la conférence de presse à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, on a eu quand même des propos assez forts de Peter Magyar qui a dit il n'est pas question que l'Ukraine cède du territoire, l'intégrité territoriale c'est quelque chose qui est absolument fondamental, on ne va pas faire pression sur l'Ukraine là-dessus. Alors il ne va pas y avoir de soutien, parce que aussi de soutien fort, notamment de soutien militaire, parce qu'il faut voir aussi que la plupart des Hongrois, d'abord, effectivement, il y a leur situation économique qui est extrêmement difficile, et je pense que ce serait très compliqué aujourd'hui que Peter Magyar revienne là-dessus, leur demande directement de l'argent, en tout cas dans la première ou la deuxième année de son mandat. Ça, je crois que c'est le premier point. Et il y a aussi un deuxième point qui est, je crois, important, c'est que tout le pays a été travaillé quand même par une propagande anti-ukrainienne. C'était dû, évidemment, d'abord à Viktor Orban et à ses séides eux-mêmes, en quelque sorte. Mais il va falloir effectivement prendre du temps pour redresser la participation. Et d'ailleurs, je pense que le président Zelensky n'est pas dupe. Il attend effectivement surtout un nihil obstat à tout le soutien à l'Ukraine donné par l'Union européenne. Il n'attend pas une conversion radicale de la Hongrie sur ce sujet. En tout cas, c'est beaucoup trop tôt. Et c'est intéressant aussi de noter que Peter Magyar a remercié Moscou d'avoir accepté le résultat des élections en Hongrie. Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes ? Mais il est tout à fait conscient du fait que maintenant que Viktor Orban est parti, ça n'empêche pas la Russie de Vladimir Poutine de conserver sans doute des capacités d'influence dans le pays. Il faut voir que la Russie a eu ces dernières années, favorisée par Viktor Orban, une politique d'entrisme en Hongrie. En gros, on sait comment fonctionne le régime de Poutine. Le régime de Poutine a acheté des gens. Il y a pas mal de gens qui sont sans doute sur le payroll de Poutine en Hongrie. Donc, Peter Magyar, à juste titre, il doit quand même un peu se méfier, parce que y a-t-il, et j'imagine que c'est une question qu'il se pose, des gens dans les services de sécurité, des gens dans les services de renseignement, dans la justice, bien sûr, qui sont plus ou moins à la solde de la Russie. Donc ce message, c'est un message d'apaisement. Bien évidemment, il faudra voir, il y a quand même une constante qui veut que quand un régime change, quelquefois, les allégeances changent aussi, et peut-être que des Hongrois, des cadres de l'administration qui hier étaient pro-Orban et pro-Poutine vont se réveiller pro-Magyar, ça peut arriver aussi. D'autant plus qu'il vient du Sérail. Voilà. Si on était sur le champ de bataille, on pourrait parler d'un champ miné par l'adversaire. Il y a un autre aspect d'ailleurs auquel on ne prête pas attention, c'est aussi l'influence considérable de la Chine en Hongrie. Et Peter Magyar a également remercié Pékin d'avoir accepté. Voilà, parce que là aussi, je veux dire, la Hongrie, au sein de l'Union européenne, est une sorte de hub chinois, de même que la Serbie, d'ailleurs, en dehors de l'Union européenne, mais en Europe quand même. Et c'est également un des pays où l'entrisme chinois, les investissements chinois sont extrêmement importants, y compris d'ailleurs avec une influence au sein des universités hongroises. Et ça, voilà, c'est aussi quelque chose dont il faudra tenir compte. Et pareil, ça ne va pas s'arrêter avec l'élection de Peter Magyar. On va voir effectivement quelle va être la politique étrangère qui devrait être conduite en principe par Anna Orban, alors sans aucun lien de famille d'ailleurs avec Viktor. Voilà, et ça, ce sera aussi quelque chose qu'il faudra regarder de très près. Et on va écouter tout de suite sur France 24 ces réactions recueillies par notre envoyé spécial Clovis Casali à Budapest, notamment sur le positionnement des Hongrois vis-à-vis de l'Europe. Écoutez. La Hongrie fait partie de l'Union européenne et de l'Europe, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous devons serrer la main de l'Ouest. Donc la Hongrie doit rester la Hongrie, pas être avec l'Ouest ou avec l'Est. Nous voulons être amis avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec les Russes, mais je n'apprécie pas la politique là-bas. Je me considère européen et j'aimerais rester dans l'Union européenne. J'ai eu l'impression que nous étions un peu en train de nous séparer d'eux. Et aussi, nous étions le pays le plus pauvre et le plus corrompu d'Europe. Donc cela devrait changer. J'espère que ce sera le cas.
Caroline, on l'a entendu, certains veulent même être non alignés désormais. Oui, c'est assez fascinant quand même le piège que Viktor Orban avait tendu finalement de dire ceux qui votent contre moi votent pour la guerre, votent pour l'Ukraine, votent pour Zelensky. D'ailleurs, il avait sans cesse comparé Peter Magyar à Zelensky. Ça s'est refermé sur lui parce qu'en effet, il y a eu cette question de l'influence russe qui a été très très visible à travers son ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, qu'on a beaucoup vu d'ailleurs à France 24. Il s'invitait régulièrement quand même. C'est un grand communicant, mais qui communiquait aussi avec son homologue russe, Lavrov, et ce pendant les conseils européens, ce que les Européens ont beaucoup de mal à comprendre et à lui pardonner. Donc c'était considéré comme une traîtrise, c'est le mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron et puis qui a été utilisé par Peter Magyar dans sa campagne aussi. Et ça a vraiment porté, parce que quand même, il y a le souvenir que la Russie, ça n'a pas été que bon dans l'histoire pour les Hongrois. Et ça, ce souvenir, il est quand même assez vif. Donc le côté pro-russe de Viktor Orban a vraiment joué contre lui de façon très importante, d'autant que, on l'a vu quand il a concédé la défaite, Viktor Orban, Szijjártó n'était pas à côté de lui. Et aujourd'hui même, lors de sa conférence de presse, Peter Magyar a accusé le fameux ministre des Affaires étrangères d'être en train de brûler des documents prouvant son lien avec la Russie dans on se croirait dans un roman d'espionnage, à vrai dire, dans le ministère des Affaires étrangères. Tout cela, avant qu'il puisse arriver au pouvoir, accéder au pouvoir, il a demandé à ce que le 5 mai, on réunisse enfin le plus tôt possible, après le résultat des élections, qu'on réunisse ici même dans le Parlement tous les 199 parlementaires pour qu'ils puissent nommer très très vite son gouvernement avant que des choses disparaissent. Donc, je vous le dis, on se croirait dans un roman d'espionnage et en tout cas, Peter Magyar a réussi à convaincre cette base, en particulier les jeunes, qu'il y avait un problème, une problématique d'influence russe très forte en Hongrie auprès de Viktor Orban et il y avait un risque de se détacher de l'Union européenne. Et ça, les Hongrois, ils restent très attachés à 73% à l'Union européenne et ils ne veulent pas entendre parler d'en sortir. On se posait la question de si c'était une rupture pour les Hongrois, nouvelle ère en tout cas pour l'Union européenne qui peut souffler, Nicolas Stenzer, aujourd'hui ? Oui, certainement. C'est-à-dire que là, on a quand même, je dirais... les conseils européens vont pouvoir fonctionner à peu près normalement. Alors, sous réserve quand même de Fico et de Babiš, le tchèque aussi, Premier ministre tchèque, même si le président Pavel, lui, a une position parfaitement claire et digne sur ces sujets. Mais après tout, le Premier ministre tchèque était quand même un problème. Mais malgré tout, il faut savoir que dans les conseils européens, la Hongrie était un poids, non seulement en raison de ses positions, mais tout simplement parce qu'elle insistait sur chacun des débats pour avoir des exemptions, pour avoir une voix particulière. Donc il y avait un temps perdu, c'est ce que me racontaient un certain nombre de personnes qui participaient à ces conseils européens, il y avait un temps perdu avec le cas hongrois à chaque fois. Donc ça va être un soulagement, c'est-à-dire que le fonctionnement quand même des institutions de l'Union européenne va être plus fluide. Et puis on avait quand même cette demande absolument invraisemblable, mais qui était tellement dictée par Moscou que c'en était risible il y a 1 an et demi à peu près. Par exemple, dans la liste des sanctions, le patriarche Kirill, vous savez, l'arche-patriarche russe, qui est un ancien du KGB, un membre du SSB, qui n'a rien de religieux, qui est vraiment un agent d'influence, je dirais, de la Russie de Poutine, a été exempté de sanctions à la demande de la Hongrie, qui n'est pourtant pas un pays chrétien orthodoxe. Voilà, donc c'était un symbole. Mais sur tous les autres sujets, chaque fois, il fallait négocier, parce que chaque fois qu'on demandait une concession à Orban, qu'il finissait par accorder, il fallait diminuer, par exemple, les sanctions, qui étaient quand même maintenues, globalement, ça a été rappelé, mais il fallait les diminuer, il fallait donner une satisfaction. C'était absolument insupportable. L'UE va pouvoir avancer désormais. Oui, alors jusqu'au prochain problème. Ça, c'est un peu la nature de l'intégration européenne. Comme disait d'ailleurs déjà Jean Monnet, c'est qu'on avance d'une crise qui va nous renforcer pour avancer vers une nouvelle crise. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a une page qui se tourne. Effectivement, je pense que la Hongrie est un État membre qui... D'ailleurs, de plus en plus, parce que ce qu'on oublie peut-être aussi un peu, c'est que Viktor Orban a connu une évolution. Viktor Orban de 2010 n'est pas le même que 2015, n'est pas le même que 2022 et celui d'aujourd'hui. Donc il y a une forme de radicalisation et aussi cette volonté d'aller jusqu'à la rupture avec ses partenaires européens et l'aller croissant. Et d'ailleurs, s'il avait été réélu, je pense qu'on serait entré dans une ère encore plus dure parce qu'il serait
encore davantage conforté et aussi validé quelque part dans ses options idéologiques par rapport à son public hongrois. Donc je pense effectivement que pour l'Union européenne, les choses seront plus simples. Maintenant, n'oublions pas qu'en 2027, c'est pas très loin, on aura des grandes échéances électorales dans certains États membres, la France, la Pologne. Donc voilà, je pense que ce bras de fer entre des forces politiques plus ou moins comparables à Viktor Orban, plus ou moins assimilables au mouvement MAGA aux États-Unis, etc., et des défenseurs, on va dire, du projet européen et de la démocratie libérale, il ne se termine pas aujourd'hui, mais il a connu aujourd'hui, effectivement, enfin hier, il a connu quand même une défaite symbolique très importante. Caroline Ducameret, Łukasz Macek a raison. C'est le soulagement avant la prochaine crise en Europe ? Oui, alors il faut quand même dire que c'est un soulagement quand même aussi par rapport à cette Europe des patriotes pour l'Europe qu'avait créé Viktor Orban, qui est fondateur avec Marine Le Pen de ce mouvement donc, de droite radicale qui siégeait au Parlement européen ensemble, qui avait régulièrement rendez-vous ici à Budapest, qui était en quelque sorte le hub de la droite la plus radicale. Ça va être moins le cas avec Peter Magyar. Donc ça, c'est déjà un sujet de satisfaction parce que ça donnait beaucoup d'impulsion. Et Viktor Orban était d'ailleurs le modèle à suivre pour se maintenir 16 ans au pouvoir. Alors ça, c'est vrai. En même temps, l'Union européenne, elle a en effet fort à faire pour ramener dans la famille ce eurodéputé, parce qu'il est eurodéputé, Peter Magyar, ne l'oublions pas, le ramener dans la famille du Parti populaire européen, à la droite mainstream, et en même temps, lui-même, il y a une ambiguïté dans son élection quand même, vous l'avez compris. Il a été élu parce que tout le monde s'est désisté à son profit, toute la gauche, toute la société civile, tout le monde s'est désisté. Dans ce Parlement, il n'y aura en fait que de la droite. Il y aura la droite traditionnelle de Peter Magyar, il y aura la droite radicale de Viktor Orban et encore 6 députés de droite encore plus radicale, extrême droite. Donc c'est ça le visage de ce Parlement. Donc est-ce que c'est le pluralisme comme dans le reste de l'Union européenne? Non. La gauche a été rayée de la carte et le centre et les écologistes, etc., qui sont pourtant très présents à Budapest, par exemple. Donc l'Union européenne, elle va regarder avec attention cet exemple hongrois, parce qu'elle a regardé ce qui s'était passé à côté, par exemple en Pologne, et ça n'est pas très probant. Elle a redonné des fonds à la Pologne, elle a libéré les fonds gelés après 8 ans de droit et justice, ce parti aussi de droite hyper souverainiste, et elle a libéré les fonds, mais Donald Tusk n'a pas réussi à faire les réformes qu'il avait promises, pas du tout, même pas réussi à commencer véritablement les réformes de fond, et ça l'inquiète aussi l'Union européenne. On l'a bien compris, ce positionnement pro-russe a donc sûrement coûté la victoire à Viktor Orban. Est-ce que ça peut être un exemple avant d'autres en Europe? Marine Le Pen, on imagine, son allié regarde cette élection de près, a regardé ce scrutin de près? Mais toutes les forces nationales populistes, europhobes, regardaient cette élection, parce que Caroline l'a très bien dit, Orban était quand même, en gros, il n'était pas leur leader, parce que ce sont des forces qui sont divisées au sein du Parlement européen, mais il en était l'une des figures les plus marquantes. Et en plus, par sa longévité. Par sa longévité, puis en plus, il y a sa personnalité. C'est un tribun. Et il était sans doute le seul de tous ces leaders à avoir, j'allais dire, le contact direct avec Trump et le contact direct avec Poutine. Donc ça et avec Bruxelles. Et avec Bruxelles, ça, c'était pas en tant que... En tout cas, il était dans la salle. Ouais. C'était pas nécessairement un contact qu'il souhaitait. Mais en tout cas, il l'avait. Donc là, ça va être différent. Après, je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. D'abord, l'Union européenne, ou plus exactement la Commission, serait quand même bien avisée d'être prudente. Je pense qu'elle va l'être, parce que il y a Peter Magyar, mais il y a surtout les Hongrois. Et les Hongrois, ça fait 16 ans qu'on leur explique que l'Union européenne veut leur prendre des libertés, etc. Qu'on le veuille ou non, ça infuse dans la société. Donc, une forme de prudence serait sans doute bienvenue. Et l'autre chose, je crois, qui est importante, c'est voir comment les pays de la région vont coopérer ensemble davantage. Parce qu'il y a une identité de cette Europe centrale et orientale qui estime qu'avec la guerre en Ukraine, elle devient pivot au sein du continent européen et au sein de l'Union. Parce que la guerre en Ukraine, c'est quand même, pardonnez-moi, mais plus leur guerre que la nôtre. On est quand même largement plus loin. Donc, il faut que ces pays travaillent ensemble en espérant que demain, ils travailleront ensemble avec l'Ukraine, parce que même s'il n'y aura pas d'adhésion accélérée, semble-t-il, il y aura une adhésion à terme de l'Ukraine. Donc, il faudra que ces pays arrivent à travailler ensemble, et ça ne sera pas simple.
sur ce point précis, sur cette recomposition entre guillemets régionale autour des pays, autour de la Hongrie? Alors, ça va être évidemment un phénomène difficile, parce qu'encore une fois, il y a les autres pays, je le rappelle, la Pologne, pays divisé, avec donc les deux têtes de l'exécutif, Donald Tusk qui effectivement est conservateur libéral en quelque sorte, très pro-Ukraine, très hostile évidemment à la Russie, mais avec un président qui est beaucoup plus ambigu, qui est beaucoup plus trumpiste. Vous avez la République tchèque, avec là aussi les deux têtes, Pavel Babiš, avec un conflit interne extrêmement fort entre le président et le Premier ministre, qui est aussi très pro-russe, très populiste, très à droite également. Vous avez la Slovaquie, on va voir l'année prochaine ce qui va arriver effectivement avec les élections à Bratislava. Est-ce que Fico va rester ou pas? Et là, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle pour Fico. Donc vous avez ces recompositions-là qui vont être évidemment extrêmement difficiles, avec les autres pays, les pays baltes notamment, ou les pays nordiques, il n'y a pas ces problèmes-là. Mais je pense que c'est quand même la question du devenir de l'ensemble de l'Europe. C'est la petite divergence avec Richard Verly, effectivement. Moi, je pense effectivement que la guerre en Ukraine est vraiment notre guerre. Ça, c'est vraiment clairement quelque chose qui va finalement définir quel va être le destin futur de l'Europe. Et il n'y a pas de demi-mesure. Soit l'Ukraine gagne, soit la Russie gagne. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Je pense que c'est ça qui va être vraiment déterminant pour l'avenir des libertés. Parce que derrière, je dirais, c'est des gens comme Orban, derrière les extrêmes droites européennes, avec la petite exception de Giorgia Meloni peut-être, mais vous avez un projet de civilisation, vous avez un projet autour des libertés, autour de l'état de droit. Après, on peut avoir des contenus différents sur un certain nombre de droits spécifiques, comme par exemple le droit à l'avortement, le droit des personnes LGBT, etc. Où là, il y a comme des différences. Mais il y a quand même deux tendances. Et la question, c'est de savoir qui va l'emporter. Je pense qu'il y a quand même une sorte de cohérence idéologique entre les questions de politique étrangère et les sujets de politique intérieure. Et dernier point, quand même, c'est que effectivement, Peter Magyar va être tiraillé entre effectivement tous les signaux forts qu'il devra donner à l'Union européenne, mais aussi à une partie de son électorat, qui lui, ça a été rappelé tout à l'heure très, très, très justement, il faudra quand même qu'ils tiennent compte des écologistes, de la gauche. Voilà, c'est pas parce que c'est un parti de droite et un dirigeant de droite qu'il n'y a pas cette autre composante qu'il a élue, auquel il doit la victoire et qu'il ne pourra pas négliger non plus. Lucas Matzek. En fait, ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, donc ces 4 pays qui viennent d'être énumérés, je crois que Viktor Orban était le seul qui avait la volonté et potentiellement peut-être la capacité à en faire ce qui était son rêve, c'est-à-dire une sorte d'alternative au couple franco-allemand et une sorte d'élément de rééquilibrage de l'Union européenne sur le plan idéologique notamment. Il a clairement échoué. Et je pense que sans Viktor Orban, cette idée-là, qui n'a jamais fonctionné parce qu'en fait, le groupe de Visegrad, c'est l'éternelle recomposition et jamais un alignement complet. Il y avait à chaque fois au moins un pays qui n'était pas aligné sur les 3 autres. À un moment donné, en 2015, au moment de la crise migratoire, Viktor Orban a pu penser qu'il était tout près du but, mais même là, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je pense qu'on en est à un énième chapitre de l'évolution de cet espace, qui quand même, je pense, est parfois un peu surestimé, voire peut-être presque diabolisé parfois, parce qu'à un moment donné, groupe de Visegrad, c'est devenu presque un gros mot à Bruxelles. Je pense que fondamentalement, vu de l'Ouest, on ne mesure pas l'hétérogénéité de ce groupe, historique, culturel, politique, idéologique, et donc entre les Tchèques, les Polonais, les Hongrois et les Slovaques, c'est pas demain qu'on aura un bloc. Et quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. Merci Caroline depuis Budapest. Vous restez là sur France 24.